Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal d'information judiciaire, le premier du genre en République démocratique du Congo. À travers cette production hebdomadaire, vous saurez tout ou presque sur ce qui se passe dans nos cours et tribunaux. Cette première édition partira du tribunal de grande instance de Matete, où la plupart des affaires examinées concernent les conflits de succession. Dans ce journal, nous recevons un invité, Gila Mwehu Karozi. Il est premier substitut du procureur près le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe. Avec lui, nous allons parler du rôle du parquet et des problèmes liés à l'exécution des décisions judiciaires. La première affaire oppose Montulu Azassa à un autre Montulu Samba et consort. Les frères d'une même famille se disputent une parcelle située dans la commune de Ngaba. Plus de détails dans ce reportage. J'estime, Monsieur le Président, que nous avons demandé que ce jugement puisse être infirmé, Monsieur le Président. Chaque partie avance devant les juges armés d'arguments. Les avocats, naturellement à l'aise, ne manquent ni des persuasions ni des déterminations. À la barre, Montulu Azassa contre Montulu Samba et consort. La pomme des discordes de deux camps de ses héritiers, affaire de succession familiale d'une parcelle ou copropriété à Ngaba. Peut-être que mon journaliste relève une erreur matérielle qui pourra éventuellement corriger, puisque déjà en nombre, quand les dictateurs avaient protesté contre cet ajustement de ce type indigne, au lieu de se soucier de la santé de son père, s'organise plutôt pour supprimer le certificat, pour révéler à tous les enfants, c'est ce qui a d'ailleurs précipité la mort de leur père. Donc, le mérite va d'être appelé comment fils de fécond. Nous sommes venus dans la tierce opposition, nous avons plaidé, nous avons sollicité d'abord à ce que les déguerpissements qui se passaient parce que c'était par surprise, on surprenait la dame Mbombo et ses enfants. Nous avons demandé à ce que on puisse d'abord, que le tribunal puisse ordonner la suspension de l'exécution. Les plaignants, les avocats de l'autre partie se sont refusés des commentaires en attendant l'issue de l'affaire. Entre-temps, ils réclament auprès des juges l'irrécevabilité de l'action de la partie demanderesse. Le tribunal de grande instance Kinshasa-Matete, qui a la compétence matérielle de l'affaire, a renvoyé les dossiers en délibéré. D'un conflit de succession à un autre, ici, c'est la qualité d'héritier d'un enfant né hors mariage qui est mise en cause, mais son avocat tient à ce que son client recouvre ses droits. Un récit signé Dora Mazol. C'est un conflit de succession qui amène Rose Botila, défendue par maître Sébastien Kitenge, et Benjamin Botila, défendu par maître Mayengeli Kivunga, au tribunal de grande instance de Matete. L'un des enfants s'oppose à la qualité d'héritier de son demi-frère, Benjamin Botila. Maître Mayengeli Kivunga plaide pour que son client rentre dans ses droits. La sommation, c'est un exploit, c'est un acte d'exploit qui doit contenir les mentions substantielles. La sommation est dit en 3 points. Le premier point, il dit, c'est l'irrégularité des noms. Un argument attaqué par l'autre partie qui affirme que Benjamin Botila n'est pas repris sur le testament. Il y a un des enfants qui s'oppose à la qualité, n'est-ce pas, de mon client, qui ne pouvait pas être déclaré héritier, d'autant plus que il est né, n'est-ce pas, d'un mariage à l'époque que leurs parents, leur papa de son vivant n'avait pas reconnu. Mais nous avons des preuves par témoin, car quand leur fait papa trouva la mort, c'est la tante, donc la sœur de Feu Botila, qui avait pris l'initiative pour aller payer les redevances coutumières auprès de la famille maternelle de mon client. Et la tante a eu la responsabilité de prendre cet enfant pour venir le faire occuper dans la parcelle où, pour le moment, les adversaires prétendent avoir droit. Mes clients viennent assigner
un métier en déguerpissement. Puisque cette partie-là, la personne qui occupe est en train d'occuper illégalement sans titre ni droit. Alors c'est une ancienne affaire qui a duré. Ça fait de cela 3-4 mois. Nous avons déjà fait notre devoir. Après l'assignation, nous avons communiqué les pièces à la partie assignée de Fanderès, la partie de Fanderès. Mais il se fait que cette partie-là n'a pas conclu. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendra son verdict dans le délai fixé par la loi. Dans une autre affaire, c'est le jugement rendu au premier degré qui est examiné au tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete. Ce sont les limites parcellaires dans la commune de Limete qui divisent les deux parties. Reportage. Tribunal de grande instance de Matete, l'affaire oppose la famille Wanja à la famille Kabenji. La famille Kabenji est allée attaquer le jugement rendu au premier degré au tribunal de paix. Un jugement qui condamne la famille Kabenji pour faux et usage de faux, ainsi que pour coups et blessures volontaires. À la base, un conflit sur le limite parcellaire sur l'avenue Mukamaïle, quartier Ndanou, dans la commune de Limete. Nous ne pouvons pas présumer ce que sera la décision du juge, mais nous pensons qu'à l'étape de l'instruction, nous sommes certains que, telle que l'affaire est instruite, par rapport au conflit parcellaire, le premier occupant, propriétaire du numéro cadastral, puisque sur ce fond-là, il n'y a qu'un seul numéro cadastral. On a toujours dit Edmond Picard, un savant, un grand juriste, qui dit les palais de justice sont les hôpitaux du droit malade. Quand le droit est malade, il faut aller au palais de justice. Et le juge, il est là pour Dieu. Donc quand on va vers Dieu et quand on va vers les juges, c'est-à-dire la société est attristée et on a quand même cette lueur d'espoir qu'on pourra quand même rencontrer sa préoccupation et pourquoi pas obtenir gain de cause. Au second degré, la famille Wanja tient à obtenir du tribunal la confirmation du jugement rendu par le premier juge, alors que la partie appellante veut simplement faire annuler sa condamnation. Nous sommes sûrs, nous faisons confiance à la justice et nous savons que le droit sera dit convenablement et le propriétaire du numéro cadastral, de titres fonciers et autres sera réellement rétabli dans ce droit. Tout ce que nous voulons, c'est que mon client soit rétabli dans ses droits les plus fondamentaux. L'affaire a été renvoyée à la cour d'appel pour suspicion légitime. On reste dans le domaine de l'immobilier où, dans cette dernière affaire, la partie Yenga conteste la saisie d'un immeuble décidé par le tribunal de paix de Lemba. La partie adverse attend du tribunal la confirmation du verdict rendu au premier degré. Les détails dans ce reportage. C'est une affaire de saisie immobilière décidée au premier degré qui oppose les deux parties au tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete. La partie Idoulou Mampassi défendue par maître Dominique Ouemou-Appel, le tribunal a confirmé la saisie immobilière conformément à l'arrêt rendu au tribunal de paix de Lemba. Le tribunal a trouvé dans le dossier maire au quartier les livrets des logères et la fiche parcellaire. C'est bas de ces documents. Le tribunal s'est rendu compte que M. Yengaha Elizaga était le propriétaire Verus Domino de cette parcelle-là. Okay? Non content de cette décision, M. Yengaha Elizaga a assigné notre cliente, pourtant victime de sa jambe, vous avez vu, ici au tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete pour qu'on annule les actes de cession pratiqués en bonne et due forme par le tribunal de paix de Kinshasa-Lemba. Quand même, elle a droit à la dame. Elle n'a plus de jambes. Qu'on confirme cette saisie, qu'on vende la maison pour qu'elle récupère son argent 20 000. Mais ici, ça ne sera plus 20 000. Parce qu'on l'a traité témérairement ici, avec vexation. La partie Yenga Aye s'oppose à cette saisie qu'elle qualifie d'irrégulière. Parce que, soutient maître Kamura Mulumba, la parcelle n'appartient pas à M. Yenga sur base du certificat d'enregistrement. Cette dame, quand elle a voulu exécuter son jugement sur les propriétaires du véhicule, elle est allée saisir une parcelle pour se faire payer les dommages intérêts. Mais la parcelle, malheureusement, qu'il avait
saisie, c'est une parcelle qui était déjà sortie du patrimoine de ce monsieur Yenga Aye, parce que celui-ci avait déjà cédé la même parcelle à ses enfants de son vivant. Il a effectué ce que nous appelons une cession entre vifs, en prévision de ce qui pouvait arriver après sa mort, parce que c'est déjà une vieille personne retraitée, et il pensait qu'il va vers la mort, il devrait céder tous ses biens. Même les véhicules qui avaient occasionné l'accident, c'était aussi un véhicule déjà cédé. Il avait cédé en son temps à son gendre. Alors aujourd'hui, quand on a saisi cette parcelle, les propriétaires actuels, entre autres les enfants de M. Yenga, sont venus au tribunal pour demander qu'il ne soit pas exécuté ce jugement sur la parcelle qui leur appartient. Ils sont détenteurs d'un certificat d'enregistrement opposable à tous, qui a une suprématie sur tous les autres actes ou bien sur toutes les autres pièces qui puissent justifier un droit à devenir propriétaire. L'affaire a été prise en délibéré et le tribunal rendra son verdict dans un délai de 8 jours. Cette revue de presse judiciaire partira de la haute cour militaire où le phare annonce que dans le procès Omba, la haute cour promet de poursuivre les investigations. Le journal note qu'il était question pour la haute cour d'entendre encore une fois le membre de la commission assassinat et violation de droits de l'homme de la conférence nationale souveraine. Dans cette affaire, dont la prochaine audience est renvoyée au 12 avril prochain, le sénateur Roman Omba, président de la commission de défense et sécurité de frontières sous la Deuxième République, cherche à travers cette requête en annulation à laver son honneur. Le potentiel parle de la comparution du journaliste Dieudonné Mbouyi le 21 mars prochain devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Dieudonné Mbouyi, journaliste au quotidien, la tempête de tropique est poursuivie pour imputation dommageable par le dirigeant de l'ex-Renapi. L'article incriminé est intitulé « Le calvaire des agents sous la statue du Sinapi, ex-Renapi sur la table de Matata Pogno ». Article paru le 8 janvier 2013. Le potentiel souligne que Freedom Ford, journaliste qui suit de près le dossier, affirme après analyse du dossier que le journaliste n'a fait que son travail d'informer. C'est que rejette l'autre partie qui parle d'injures publiques, de faux en écriture et usage de faux. Avec Sifia Grand-Lac, on va se rendre aux provinces orientales où de plus en plus de jeunes femmes et de jeunes garçons dénoncent désormais plus facilement leurs compagnons qui ont avorté ou l'ont fait avorter sans leur consentement. Sifia, qui espère à la fin de l'impunité dans ce domaine, note que le registre du tribunal de grande instance de Kisangani a enregistré 17 plaintes pour avortement en 2012 dans cette condamnation. On va terminer cette revue de presse judiciaire avec Sifia Grand-Lac qui annonce l'inauguration depuis le 28 février dernier du tribunal de commerce de Matadi. Il a pour mission de régler de conflits commerciaux. Sifia précise que c'est le 3e tribunal installé après Lubumbashi et Kinshasa. C'est par ici que nous bouclons cette revue de presse judiciaire. Merci et à la prochaine occasion. L'indépendance de la justice n'est pas un mythe, mais une réalité. En tout cas, c'est ce que nous confirme notre invité de cette première édition. Guy Lamouérou nous rassure, mais nous explique aussi dans cet entretien le rôle du parquet. Monsieur le magistrat, bonsoir. Bonsoir. Que peut être, selon vous, le rôle d'un parquet? Oui, le parquet, en tant que service public de l'État, joue son rôle de par l'organisation du pouvoir judiciaire. Le parquet est considéré comme le policier du tribunal, puisque le parquet, dans sa mission, au terme de l'article 6, des articles 6 et suivants, chaque fois que l'ordre public sera troublé, il faut qu'il y ait quand même l'organe, qu'on appelle l'organe de la loi, qui a reçu une mission, non seulement de la Constitution, mais aussi de certains textes organiques, notamment le Code d'organisation et compétence judiciaire à son article 6, qui voudrait que nous puissions veiller sur l'exécution des décisions, des actes législatifs, des actes réglementaires et des jugements. Donc, tous les actes législatifs, notamment par exemple les lois, je peux vous donner un exemple banal. Par exemple, la loi budgétaire, c'est une loi. Son exécution, nous avons l'obligation d'y veiller. Toutes les fois que cette exécution-là va toucher à l'ordre public, dans les dispositions qui intéressent l'ordre public,
notre surveillance est accrue. Donc nous devons nous y pencher puisque ça fait partie des obligations que nous donne et ça fait partie de notre mission. Alors, le magistrat du parquet, lorsqu'il est en face d'une violation d'une disposition constitutionnelle ou d'une violation d'une disposition réglementaire, ça peut être un arrêté pris par un ministre, ça peut être un arrêté du gouverneur, ça peut être une décision d'une autorité politico-administrative, ça peut être un acte réglementaire d'un bourgmestre, je ne sais de qui, pour autant que cet acte réglementaire est appelé à produire ses effets sur terrain ou s'appelle à une exécution, nous avons l'obligation de veiller sur l'exécution. Alors toute violation à ces dispositions-là doit amener à ce que l'organe de la loi puisse se mouvoir. Et il va se mouvoir comment? Il doit mettre son action, ce que nous appelons l'action publique en mouvement. Et l'action publique, une fois l'action publique est mise en mouvement, ce sont les poursuites qu'on doit entamer à l'égard de la personne qui a dû violer. Ok, ça c'est en termes des principes. Mais généralement, on observe dans chaque commune, il y a au moins un parquet. Quand est-ce qu'un Congolais peut aller saisir un parquet pour un problème? Parce que finalement, les gens confondent, ils vont au parquet. Ensuite, on les renvoie dans un tribunal. Et c'est presque une confusion. La population voudrait comprendre. Oui. Alors, pour notre population, les parquets, c'est comme je l'ai dit, c'est les policiers du tribunal. Cela veut dire quoi? Le tribunal est saisi en matière civile et en matière pénale. En matière pénale, le tribunal est saisi, soit à la requête du ministère public qui est le parquet, donc un dossier peut être instruit. Vous allez dénoncer un fait infractionnel au parquet, le parquet instruit le dossier. Quand le parquet termine l'instruction, que nous appelons l'instruction préjudicielle, qui peut commencer même par la police, et la police transmet le dossier ou défère le prévenu et son dossier devant le parquet. Le procureur de la République ouvre un dossier. On confie ça à un magistrat. Le magistrat instruit. Il termine l'instruction. Le procureur envoie le dossier en fixation devant le tribunal. Et une fois le dossier est envoyé en fixation, le tribunal, par le greffe pénal, va adresser au prévenu une citation à prévenu. Le tribunal va siéger. Quand il siège, le procureur qui a dû envoyer le dossier en fixation doit aller soutenir l'accusation. Donc le procureur, lorsqu'il a envoyé le dossier en fixation devant le tribunal, il veut voir le prévenu qu'il a déféré devant le tribunal qu'il soit condamné. Il peut arriver aussi que la partie lésée, au lieu de venir directement au parquet, elle estime qu'elle peut passer outre le parquet. Comme le législateur a prévu un autre mode de saisine que nous appelons la citation directe, on peut citer directement la personne devant le tribunal. Donc on vous cite directement devant le tribunal et vous comparaissez devant le tribunal. Il est aussi en matière civile, parce que le parquet ne s'occupe pas de ce qui est civil. Ça aussi, c'est encore une autre confusion qu'on trouve parfois dans la tête de nos compatriotes, celle de confondre les faits pénaux et les faits civils. Il y a des faits qui n'ont pas de coloration pénale, qui ne trouvent pas leur compréhension dans une disposition pénale ou dans une disposition réglementaire qui est assortie de sanctions. Alors, quelqu'un peut avoir contracté une dette. Il devient insolvable. Lorsqu'il devient insolvable, il peut aller directement, il ne peut qu'aller devant le tribunal. Il va sommer cette personne à lui payer son argent. Si la personne ne s'exécute pas par le biais du huissier, on peut procéder à la saisie de ses biens et le tribunal peut, après la saisie conservatoire, on peut arriver à valider cette saisie selon la procédure telle que la procédure le veut et obtenir un jugement qui condamne cette personne à payer et avec des dommages et intérêts. Mais par moment, les gens se trompent. Soit ils vont à la police, il y a confusion en matière d'abus de confiance, dans la compréhension de nos compatriotes. Mais on constate aussi que justement au regard de cette ignorance, la population, certains Quinois préfèrent régler leurs problèmes à l'amiable à cause justement du phénomène que vous connaissez bien, la justice du plus fort, matériellement et financièrement. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Non, j'ai toujours dit que peut-être c'est l'ignorance qui conduit les gens.
Parce que tout ça, ce sont les préjugés qu'on peut avoir sur les magistrats, sur les juges. J'ai toujours appelé nos compatriotes. D'abord, la justice, vous devez savoir que la justice, c'est l'affaire de toute une nation. Parce que les jugements que nous sommes appelés à exécuter sont rendus au nom du peuple congolais. Et les exécutions, c'est au nom du président de la République. Donc déjà, à ce niveau-là, ça ne pouvait pas poser de problème. Mais il est vrai que lorsqu'on saisit, ce n'est pas pour rien qu'il y a une balance qui justifie que quand on saisit la justice, il y a toujours un perdant, il y a toujours un gagnant. Mais ça ne peut que créer des sentiments d'animosité par rapport à ceux qui sont appelés à rendre justice. Évidemment, il y a beaucoup de jugements qui n'ont jamais été exécutés ou qui sont difficiles à exécuter. Ça aussi, oui, c'est un problème. Par moment, il y a des problèmes dans l'exécution des jugements. Je peux vous dire qu'il y a des personnes qui cherchent aujourd'hui, par exemple, lorsque vous allez obtenir la condamnation, on condamne, on vous alloue par exemple le dommage et intérêt de l'ordre de 1 million. Mais il faut savoir que les droits proportionnels doivent être payés avant que vous puissiez lever copie pour aller signifier cette décision. Mais si vous n'êtes pas en mesure d'élever cette copie-là, il vous sera difficile vous-même de pouvoir exécuter cette décision. Donc c'est vous-même qui empêchez, parce qu'avant qu'on exécute cette décision, il faut aller. C'est à ce moment-là que les Congolais qui se disent être plus malins, ils recourent à une procédure d'obtenir des faveurs, soit disant qu'ils sont des indigents, ou soit disant qu'ils sont des personnes commerçantes, mais qui sont en faillite. Mais si quelqu'un est en faillite, pour chercher à obtenir ces ordonnances-là dans DB, il devra, lui, d'abord démontrer qu'en tant que commerçant, il a pu obtenir les concordats, sa faillite a été déclarée d'une manière judiciaire. Mais les gens préfèrent passer par le ministère des Affaires sociales, on obtient des papiers, des ordonnances et on contraint le président des tribunaux de grande instance à pouvoir obtenir ça. Donc cela veut dire les jugements, c'est les personnes elles-mêmes qui cherchent à solliciter des dommages et intérêts, dont une fois on les a alloués ces dommages et intérêts, pour payer les droits proportionnels dus à l'État, ils sont incapables de les payer. Et quand ils sont incapables de les payer, le jugement ne sera jamais exécuté. Donc vous comprenez que ça c'est un problème de procédure par rapport à l'exécution. Mais quant aux jugements pénaux, non, les jugements pénaux ne peuvent pas souffrir de l'exécution, à moins que le droit de recours, une fois les droits de recours sont déjà épuisés, parce qu'un jugement pénal ne peut être exécuté que lorsqu'il a acquis l'autorité de la chose jugée, à moins que dans les dispositions, il y a des dispositions, il y a des jugements dans lesquels les dispositifs sont assortis par exemple de la clause d'arrestation immédiate. Et une fois le jugement est contradictoire et qu'il est assorti de cette clause, on commence par l'exécuter. Nonobstant appel, ce sont des dispositions légales qui permettent à ce qu'on exécute. Parce que les jugements pénaux touchent à l'ordre public. Donc leur exécution est exécutée immédiatement parce que dans la mission de l'organe de la loi que nous appelons le ministère public, il n'a pas seulement cette mission-là d'exécuter, il a la mission, il veille sur le maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux, il veille aussi à à l'exécution des jugements et qu'ils devront respecter les droits de recours. L'organe de la loi, il assiste à toutes les audiences, que ce soit en matière civile, que ce soit en matière pénale. Et en matière pénale, les audiences, une fois on a prononcé, c'est lui qui exécute, parce que les cours et tribunaux n'exécutent pas, sauf en ce qui concerne les tribunaux de paix, là où on n'a pas eu, le procureur de la République n'a pas eu à désigner, selon le prescrit de l'article 17 du Code d'organisation et compétence judiciaire, un magistrat ou un inspecteur judiciaire pour faire office du ministère public. C'est à ce moment-là que les tribunaux de paix eux-mêmes exécutent leur jugement. Mais s'ils doivent le faire, ils le font sous la surveillance de monsieur le procureur de la République. Ok, une dernière question avant de terminer. L'indépendance de la magistrature, de votre point de vue et par expérience, est-ce un mythe ou une réalité ? C'est une réalité, c'est une évidence. Mais vous le dites sans peur d'être contredit. Oui, je suis convaincu. Et j'ai toujours considéré que l'indépendance de la magistrature, c'est un état d'esprit. Parce que la loi a déjà mis toutes les dispositions légales nécessaires pour que le magistrat, sur le plan textuel, qu'il soit indépendant. Lorsqu'on vous dit que le juge est indépendant, même vis-à-vis de sa conscience, dans sa mission de dire le droit, il ne peut être guidé que par qu'il est esclave de la loi. Le magistrat du parquet, il ne peut arrêter que lorsque la loi
l'élu autorise. Il y a quand même des arrestations arbitraires et des... Non, ces arrestations arbitraires, si vous en connaissez, c'est une occasion que je donne à tout le public de pouvoir dénoncer. Lorsque vous dénoncez, retenez une seule chose. Toutes les fois qu'un magistrat, qu'il soit magistrat du parquet, qu'il soit magistrat du siège, toutes les fois qu'il aura à violer son serment qu'il a prêté, parce que quand vous prenez le serment des magistrats, c'est tout un engagement d'une vie. Et lorsque le magistrat aura violé son serment, ça aura constitué déjà au départ cette violation-là, ça aura trouvé dans la définition de la faute disciplinaire au terme de l'article 47, je crois, ou 46 du statut de magistrat, on aura déjà trouvé une faute disciplinaire dans les chefs du magistrat. Et cette faute disciplinaire, elle se constate. Et lorsqu'on a seulement constaté dans les procès verbaux qu'il y a eu faute disciplinaire, le magistrat est sanctionné. Alors si on n'arrive pas à trouver cette faute disciplinaire, mais ce qui est aussi évidente, donc le magistrat peut faire l'objet aussi de poursuites judiciaires. Donc l'arrestation arbitraire, si c'est l'œuvre du magistrat, celui-ci sera poursuivi. C'est question seulement de dénoncer. Mais je dis que tout le monde, et les magistrats, et les justiciables, nous tous, nous sommes esclaves de la loi. Et le magistrat devra toujours, toutes les fois que l'occasion lui sera donnée, lorsqu'il est appelé à faire son travail, il devra, respecter son serment qu'il a prêté. Pour moi, lorsque on me dit les magistrats sont corrompus, on me dit les magistrats procèdent aux arrestations arbitraires, pour autant qu'il n'y a pas eu de dénonciation alors que la loi autorise à toute personne, même à vous qui êtes journaliste, de pouvoir dénoncer dans vos journaux. Ça peut nous servir. Il suffit seulement que les faits soient dénoncés dans un journal. De par la mission du ministère public de rechercher les infractions, nous partirons de cette dénonciation et on va poursuivre celui qui a procédé à l'arrestation immédiate et arbitraire. Merci beaucoup, monsieur le magistrat, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie pour avoir une fois de plus pensé à nous. C'est la fin de ce premier numéro de journal d'information judiciaire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine édition.